Bonjour, je suis Johanna Aouzi, coach professionnelle et cofondatrice de Lumanae. Et vous écoutez le podcast Coach Toujours, tu m'intéresses. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui ont en commun d'écouter, d'aider, d'orienter et surtout de coacher. Ils observent, analysent, comprennent, interrogent et guident des personnes qui leur font confiance pour déposer, partager, s'alléger, prendre de la hauteur et apprendre à mieux se connaître. Ils excellent dans l'art du questionnement et dans l'écoute sans jugement. Ensemble, nous discutons de leur parcours de coach, des méthodes qu'ils utilisent, d'un coaching qui les a marqués et de la façon dont leur approche a changé les choses pour leur coacher, voire pour eux-mêmes, pour se développer et rayonner. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois un invité qui incarne à merveille l'équilibre entre expertise, humanité et passion pour le développement des talents. José Sepulveda. Bonjour José. Bonjour Johanna. Alors, si tu me permets, je vais te présenter en quelques mots et puis tu me diras si ça te convient ou si tu peux rajouter quelque chose. José, tu es coach interne et consultant RH international au sein du groupe Atlantique. Tu accompagnes des directeurs et managers dans plusieurs filiales, services et pays autour de leurs enjeux de leadership, de cohésion d'équipe, de performance et de posture. Tu es souvent en Égypte, en Espagne ou dans d'autres contrées. Ce qui m'a tout de suite marqué dans ton parcours, c'est la diversité de tes casquettes. Psychologue du travail, coach d'entreprise, formateur, auteur, mais aussi pédagogue dans l'âme puisque tu interviens régulièrement à Neoma Business School et à l'IAE de Paris-Sorbonne pour transmettre aux futurs leaders les fondamentaux du développement personnel. Tu es formé à de nombreuses approches d'intelligence collective, co-développement, appreciative inquiry. Il y a un outil auquel tu es particulièrement attaché, c'est le MBTI. Tu en parles comme d'un formidable levier pour mieux se comprendre, mieux comprendre les autres et ajuster sa posture de manager ou de collaborateur. Tu ne l'utilises pas comme une étiquette, mais comme un point de départ vers plus de conscience de soi, plus de dialogue et une collaboration plus fluide. Dans ton accompagnement, le MBTI devient un révélateur. Il aide chacun à mettre des mots sur ses préférences naturelles, à gagner en lucidité et à mieux gérer les différences qui font souvent la richesse ou la complexité d'une équipe. José, je suis ravie de t'accueillir dans Coach Toujours tu m'intéresses. On va parler de posture de coach interne, leadership, intelligence émotionnelle et bien sûr de comment outiller le collectif sans jamais perdre de vue l'humain. Merci pour ta présentation Johanna, très complète et je ne sais pas quoi rajouter de plus. Alors, ma première question est de savoir comment tu as découvert le coaching pour la première fois, ou plutôt, peux-tu raconter un peu mieux ton parcours en fait qui t'a mené à devenir coach ? Oui, ça me parle plus dans ce sens parce que je dirais pas qu'il y a un événement en particulier qui m'a amené au coaching, ça a vraiment été des petits ingrédients. Ça a commencé assez tôt, en fait, quand je faisais mes études de psychologie, je faisais des petits boulots, en fait, et aussi des stages à chaque fois dans des services d'entreprise, notamment sur de la production. Et puis assez rapidement, je me rendais compte qu'en fait, les managers me prenaient un peu comme l'étudiant de service. Et du coup, souvent, ils avaient besoin d'une écoute attentive. Et je me disais, c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de dynamique au travail. Les managers se posent beaucoup de questions. Donc déjà très tôt, en fait, je commençais à avoir un petit peu cette réflexion qui émergeait sur finalement pouvoir accompagner des personnes dans leur quotidien, dans leur activité, prendre du recul, faire un pas de côté. C'est déjà des réflexions qui avaient émergé très tôt. Après, j'ai eu un deuxième temps qui a été assez marquant pour moi sur cette envie d'aller vers du coaching. C'était le moment où j'ai travaillé chez Myers & Briggs Company. Donc du coup, là, tu faisais le pont avec le MBTI. Alors, pour la petite anecdote quand même, je suis certifié quasiment une trentaine d'outils de questionnaires de personnalité. Et c'est vrai que Myers & Briggs, on va dire, c'est pas mon outil unique. Mais c'est vrai qu'après, je pense que chacun développe peut-être un peu plus d'affinité. Et moi, c'est peut-être un des outils assez spécifiques aussi sur le fait que je suis passé par la maison mère. Et en passant par la maison mère, mon travail, c'était entre autres de certifier des professionnels de l'accompagnement au MBTI. Et donc, déjà, il y a à peu près une vingtaine d'années que j'ai commencé à me confronter avec le milieu du coaching, puisque 50% des personnes qui venaient se certifier au MBTI étaient des coachs. Donc toi, à ce moment-là, tu étais psychologue du travail. Lorsque tu travailles chez Myers & Briggs, ce sont les créateurs du MBTI, effectivement. Et tu rencontres des coachs qui viennent prendre la certification. Okay. Exactement. Et même
Pour être précis, en fait, c'est vraiment le binôme mère et fille, Myers-Briggs, qui ont créé l'instrument. Et après, en fait, ça a pris différents noms. CPP, OPP, c'est devenu Myers-Briggs aujourd'hui. Hein, donc ça, c'est le nom de l'entité. Ok. Et c'est vrai qu'en fait, il y a une particularité à deux endroits dans la manière dont moi, j'ai commencé un petit peu à nourrir mon envie d'aller un peu plus loin sur le coaching. C'est que non seulement le public cible, c'était un public à moitié de coach. Par exemple, ma toute première certification, c'était dans le sud, à Toulouse, et c'était des coachs internes d'une entreprise, et ils étaient 12, c'était que des coachs. Donc, en fonction des groupes, ça pouvait être variable. Et le deuxième événement qui aussi m'a marqué toujours dans cette expérience, c'est qu'en fait, je faisais assez régulièrement ces certifications en co-animation avec des coachs externes D'accord. qu'on sélectionnait nous pour justement nous appuyer. On avait des consultants internes dont je faisais partie et il y avait des coachs externes qui venaient nous renforcer sur de la co-animation pour certifier. Et tout ce qui était lié à l'usage du MBTI m'intéressait. Le retour d'image que j'avais des coachs, c'est qu'en fait, le MBTI est vraiment un outil qui rentre parfaitement dans la posture du coaching, puisque parmi tous les inventaires de personnalité, c'est vraiment le client qui sait. C'est lui qui est le meilleur juge de son profil. Et il y a une dynamique. On n'est pas dans 90% des questionnaires de personnalité classiques où on fait des débriefings, on dit ce qui est ressorti des résultats. Le partage des résultats dans le MBTI, c'est la dernière étape, c'est la dernière des intentions. La première étape, c'est de l'auto-positionnement. Est-ce que tu peux développer ce que c'est vraiment le MBTI pour les gens qui n'ont pas du tout la connaissance? Quelle est la particularité du MBTI? C'est une approche de personnalité qui a été donc fondée par deux Américaines, hein, Myers-Briggs, ça vient de là, du coup, le M et le B, Myers-Briggs Type Indicator. Oui. Et en fait, c'est une approche de la personnalité qui est très utilisée dans le monde. La raison principale, c'est déjà mieux se connaître, hein, ça c'est la base. Et puis la logique, c'est que en fait, c'est souvent une approche qui est utilisée aussi pour mieux comprendre ses interactions et les dynamiques de groupe. Donc souvent, dans l'usage des coachs vis-à-vis des managers, ils les utilisent pas uniquement sur de l'accompagnement individuel, mais aussi sur de la dynamique de groupe. Donc ça, c'est vraiment une approche de la personnalité qui aide, si je le résume en une phrase, mieux se connaître soi-même et mieux comprendre la relation avec les autres et le fonctionnement des autres. Donc ça, c'est vraiment la vocation. Et j'ai une deuxième question par rapport à ça. Toi, en tant que psychologue, pourquoi tu as été intéressé à t'orienter vers du coaching ou en tout cas à développer ça? Quelle différence tu fais entre les deux et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce chemin-là? De mon côté, je pense qu'il y a plus de ressemblance que de différence. En tout cas, c'est ça qui me vient spontanément en tête. Dans les deux cas, pour moi, on est dans des métiers qui sont liés à de l'accompagnement. Il y a une dynamique qui est très tournée vers l'autre, vers l'humain avec un grand H. Et la logique, c'est vraiment de aider les personnes, que ce soit en dynamique individuelle ou de groupe, à ce qu'ils aillent mieux. Donc oui, ça c'est pour moi une vraie ressemblance. Il y a d'autres ressemblances, c'est qu'on s'appuie parfois aussi dans les deux disciplines sur des modèles communs, Mhm. comme Palo Alto par exemple. Donc on parle de Palo Alto, de l'approche systémique à la fois en psychologie, on en parle aussi en coaching. Donc ça c'est vrai que c'est tout de suite ce qui me saute aux yeux par rapport à ta question. Après, je vais quand même répondre à ta question sur ce que moi j'ai perçu de différence entre les deux métiers. Mais c'est qu'en tant que psychologue du travail, j'étais vraiment beaucoup plus tourné sur le fait d'utiliser des outils, en l'occurrence des outils psychométriques, poser un diagnostic avec la personne pour pouvoir savoir où est-ce qu'elle en est. Donc il y avait une approche qui était plutôt, que je qualifierais de conseil en fait. Et au niveau du coaching, la posture est complètement différente. Donc pour moi, ça se joue pas exclusivement que vis-à-vis des méthodes. Bien sûr, il y a des méthodes spécifiques au coaching qu'on retrouve pas tout le temps en psychologie, mais c'est surtout aussi la posture. C'est-à-dire que en coaching, et c'est ça qui m'a attiré, c'est de vraiment rendre le client autonome dans sa recherche de solutions. Et on n'est plus du tout dans la dynamique de conseil. C'est vraiment de l'amener à faire un pas de côté, prendre du recul, prendre de la hauteur, analyser son problème sous un autre angle, puisqu'en général, les clients, ils sont plutôt intellectuellement très bien équipés. Hein. S'ils viennent nous voir, c'est qu'ils tournent un peu en rond, mais c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à réfléchir. Donc, le coaching, pour moi, ça a été vraiment une révélation sur cette dynamique de pouvoir, à un moment donné, amener le client à finalement envisager son problème sous des angles différents. Et rien qu'en créant un jeu de questionnement, en utilisant certaines techniques, effectivement, parfois, ça permet d'aller
vers un terrain qu'il n'avait pas encore exploré. Et là, d'un seul coup, il y a des solutions qui s'ouvrent ou même un regard différent que le client peut porter sur sa situation. Et lors d'un accompagnement, est-ce que tu peux utiliser les 2 postures? La posture, comme tu disais, de psychologue un peu consultant et le positionnement bas du coach ou pas forcément? Alors, je dirais que quand je suis vraiment dans un véritable coaching, Mmh. c'est-à-dire là pour le coup, moi je suis en coaching interne, donc ce que j'appelle un vrai coaching, c'est que on se retrouve dans une dynamique quadripartite avec RH et manager et le coaché, et on se fixe un contrat de coaching. Là, à mon sens, je mélange pas les deux postures. Par contre, j'ai quand même une position haute sur le cadre par Mmh. rapport au contrat qu'on s'est fixé. Et par rapport aux méthodes de coaching. Mais là, je suis vraiment en position basse et dans une dynamique où je vais pas moi poser de diagnostic. C'est pas le but et c'est pas l'enjeu. Je vais pas lui dire comment je vois sa situation. Je vais plutôt le questionner. Donc c'est là où ça va être très différent. Donc en général, je garde quand même ma casquette de psychologue, mais pour d'autres situations, quand je suis par exemple, en dynamique plutôt d'évaluation, je garde aussi une partie de cette casquette sur d'autres de mes missions. Et là, je reprends complètement ma casquette de psychologue du travail. Ah oui, OK. Mm. J'avais, envie de te poser cette question que j'ai posée aux autres invités. Est-ce qu'il y a un extrait de film qui t'évoque, le coaching? Oui, complètement. Et depuis très longtemps d'ailleurs. Le premier film qui m'est venu en tête par rapport au coaching et la posture que ça sous-tend, c'est le film Magicien d'Oz. En fait, j'aime beaucoup l'analogie avec ce film parce que finalement, en quelques mots, hein, la dynamique qui me fait penser au coaching, c'est qu'en fait, on se retrouve avec 4 personnages. Donc Dorothy, et puis plus, voilà, il y a un lion, il y a un bonhomme en fer, un autre en paille, et chacun est en quête d'aller trouver ce qui lui manque. Et donc Dorothy est rentrée chez elle, l'homme de fer, si je me rappelle bien, il est en recherche d'un cœur, l'homme de paille, il est en recherche d'un cerveau, et le lion, il est en recherche de courage. Et ça me fait penser aussi à des analogies de thèmes sur le management, hein. Cœur, tête et courage. Et en fait, quasiment tout le film, toute la narration, c'est autour de leur presque un chemin initiatique, un Mmh. parcours où ils vont en quête de ce qu'ils ont besoin de trouver. Et il y a ce fameux magicien d'Oz. Ce magicien d'Oz, c'est celui qui va, presque d'un coup de baguette magique, finalement, va régler tous leurs problèmes. Et quand ils arrivent à la fin du film, finalement, à découvrir qui est le magicien d'Oz, finalement, ils se rendent compte que, et ils l'appellent, c'est un imposteur. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a toute une machine, mais qu'en fait, il a aucun pouvoir. Et en fait, le magicien d'Oz se démonte pas. Et puis finalement, il commence un petit peu à leur faire voir sous un autre angle, finalement, leur quête. Et finalement, il les aide à prendre conscience que ce qu'ils étaient en train de chercher depuis le début du film, ils l'avaient déjà en eux. Mmh. Et pourquoi ça me fait penser au coaching? Parce que déjà, le magicien d'Oz, il a pas enfin, le coach n'a pas une baguette magique. Ouais. Il n'est pas là pour apporter des solutions. Et l'autre chose qui me renvoie aussi au coaching, c'est à l'intention même du coaché. Parce que finalement, moi en tout cas, c'est l'expérience que je fais du coaching, c'est que souvent quand le problème il est posé par le coaché sur la table, en fait, il est déjà en train de processer vers sa recherche de solution. Et donc du coup, c'est un peu comme dans le film, à partir du moment où je veux un cœur, finalement, ce que je suis déjà en train d'engager comme démarche, c'est que je suis déjà dans la direction d'aller à l'endroit où j'ai envie d'aller. Est-ce qu'il y a un lien que tu fais avec, l'imposture, du magicien d'Oz? Oui, je pense. Moi, ce qui me marque là-dedans, c'est qu'il y a souvent ce sentiment d'imposture. En tout cas, je suis passé par différentes formations de coaching et quand j'y repense, enfin, il y avait toujours quasiment la moitié des participants autour de la table qui étaient avec ce qu'on appelle ce syndrome de l'imposteur. Et j'avouerai que je peux le comprendre. Je pense que je rencontre moi plein de problèmes. Il y a plein d'endroits où je peux progresser, c'est sûr. Ça, je l'ai moins eu. Je l'ai moins eu, mais je le comprends Mmh. parce que il y a un switch qui est pas évident. C'est-à-dire que on a parfois les personnes en face qui insistent pour qu'on leur dise quoi faire. Et c'est vrai que moi, je suis très à l'aise avec le fait de pas dire quoi faire à l'autre. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je l'ai pas ressenti, mais je peux comprendre que quand on a plein d'heures de vol, quand on a de l'expérience et que l'autre nous demande quoi faire, la tentation est grande de finalement lui apporter la solution. Et c'est vrai que si on n'est plus là-dedans, quid de l'imposture? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on apporte d'autre
au coaché que de le questionner et de faire un pas de côté. Est-ce que ça a de la valeur? Je trouve que c'est la question que ça pose. José, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'un coaching qui t'a marqué en expliquant quelle était la demande initiale, comment s'est déroulé le coaching au cours des séances et quelle méthode tu as utilisée, avec quoi est reparti le coaché? Oui, alors moi, il y a un coaching qui m'a marqué en particulier. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais eu besoin de me reformer de façon beaucoup plus poussée au coaching, hein. J'avais déjà eu des premières formations. C'est qu'en fait, j'ai été assez bousculé sur cette notion de posture aussi et positionnement de coach interne. Et je rajouterai une autre brique, c'est non seulement être coach interne, mais en plus de ne pas faire que ça dans le groupe. C'est-à-dire que, comme tu l'as évoqué en présentation, j'ai au minimum 3 casquettes dans le groupe. J'ai une casquette de formateur, j'ai une casquette d'évaluateur et j'ai une casquette de coach. Et donc tout ça cohabite ensemble, hein, mais après, on n'est pas sur les mêmes terrains de jeu. Sauf que mes interlocuteurs internes font pas toujours la différence. Exact. C'est-à-dire que eux, ils m'identifient avec cette multitude de casquettes. Et donc, pour la petite anecdote, vraiment le coaching qui m'a marqué en interne assez vite, et ça a été effectivement vraiment un point marquant pour moi pour, à un moment donné, cadrer beaucoup plus les choses, plus que ce que je pouvais faire quand j'étais coach externe, c'est le côté, on démarre le coaching, on a un rendez-vous quadripartite et j'ai pas encore démarré les entretiens individuels avec la personne coachée. Et concrètement, quasiment les 2 jours après le rendez-vous quadripartite, j'ai le manager qui m'envoie un mail et qui du coup me dit bah ça va plus du tout, c'est la cata, on n'est pas du tout au rendez-vous. Et en fait, pour remettre les choses en contexte, le manager est un collègue. Alors, je parle de la dynamique interne, c'est-à-dire c'est pas forcément quelqu'un que je connaissais super bien. Enfin, c'est aussi le cadre qu'on pose en interne, hein, c'est-à-dire de pas aller sur des coachings où soit on connaît trop le coaché, on connaît le manager, de faire attention aussi quand même un peu en amont de dans quelle mesure on peut être un petit peu pris par le système. Donc on a toutes ces questions. Mais là, j'avoue que ça m'a échappé. Et donc, Juste pour remettre, le manager du coaché oui, est quelqu'un qui fait partie de ton équipe? c'est un département, un métier qui a rien à voir avec moi. Je le connais de nom, enfin je le connaissais de nom un petit peu, mais ça allait pas bien plus loin que ça. Donc normalement, il y avait suffisamment de possibilités de garder une posture neutre. Par contre, ce que j'avais pas vu venir, pourtant j'avais eu l'impression de poser un cadre au niveau de l'approche quadripartite, de l'entretien quadripartite. Et du coup, quand ce manager effectivement il me contacte pour dire ça va plus du tout, bah, moi aussi, ça allait plus vraiment bien. Parce que du coup, je me suis dit: «Mince, qu'est-ce que je fais de ça, en fait?» Parce que, heu, du coup, les premières questions qui sont venues, assez naturellement, c'est, «Mais du coup, est-ce que le manager y croit toujours?» Enfin, j'ai commencé à repenser aux conditions de réussite d'un coaching, hein. C'est-à-dire, en coaching interne, ce qui est quand même capital, on est un pool de 3 coachs internes, on a certains cadres, dont celui de se dire: on fait en sorte de bien verrouiller qu'on n'intervient pas sur des coachings de la dernière chance. Et à la limite, il vaut mieux que ce soit fait par des coachs externes. Et du coup, bah là, moi, je voyais ça un petit peu arriver très vite sur la figure, bah, à la fois de moi, du coaché. Et du coup, bah moi, ce qui m'a aidé, puisque c'est aussi ta question, hein, à ce moment-là, enfin, j'avoue que j'avais pas toutes les clés. Compliqué de prendre le pas de côté de mon côté sur cette situation. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est la supervision que j'avais à cette époque, qui du coup m'a permis justement de poser les choses. Et bah, un peu comme moi je fais aussi avec les personnes que j'accompagne, la superviseure finalement qui m'a aidé un petit peu à faire le pas de côté, pareil, m'a apporté aucune solution. Mais elle m'a aidé un petit peu à voir les choses de manière un peu plus systémique, de poser les choses. Et je suis reparti du coup avec des clés que finalement j'ai posées tout seul et qui en l'occurrence ont été finalement de provoquer un échange avec le manager pour finalement venir challenger effectivement est-ce qu'on est dans une situation où c'est en train de remettre en question le coaching, de reposer un cadre qui était peut-être pas suffisamment posé sur finalement quand j'interviens au coaching, je suis plus dans une casquette d'évaluateur parce qu'en fait il y avait un implicite. Le besoin implicite, c'était: «José, s'il te plaît, dis-moi si la marche, elle est haute».
Et du coup, ça a permis de repositionner un peu les choses là-dedans en disant, quand moi j'ai une casquette de coach et je suis dans cette dynamique, je suis pas là pour dire si la marche elle va être haute. Je suis pas là pour poser un diagnostic. Je suis là pour y croire et je suis là pour accompagner la personne qui est coachée. Donc, à ce moment-là, tu as un entretien seul à seul avec le manager Oui. sans le coacher. Pour l'instant, sans le coacher, parce Mm. qu'en fait, je m'étais fait prendre un peu par la spirale où effectivement le manager voulait absolument me parler. Par contre, ce que j'avais plutôt posé en supervision, c'était quelles étapes? C'est-à-dire si j'avance d'abord là-dedans, qu'est-ce que je pose sur la table avec le manager et comment on remet dans la boucle le coaché pour qu'à un moment donné, on reste dans cette dynamique de transparence qui est quand même une des conditions du bon fonctionnement du coaching parmi d'autres, pour qu'à un moment donné, tout ce qui est dit soit fait de manière transparente. Et donc là, moi, un des enseignements plutôt clés de cette expérience, ça m'a fait une piqûre de rappel de l'importance de la supervision, qui est une vraie hygiène pour le coach. Et la deuxième dynamique, c'est le cadre. Parce que le cadre en coaching interne, le cadre, il est commun à tout coaching, externe ou interne, j'en suis convaincu. Par contre, ça nécessite en interne de poser des choses de façon un peu plus précise. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais été coach externe, je suis à peu près convaincu que le manager n'aurait pas eu cette facilité à me solliciter comme si j'étais un collègue. Et comme il savait que j'avais cette casquette d'évaluateur, il n'aurait probablement pas cherché non plus à me demander est-ce que tu penses que la personne, elle va réussir? Et une question me vient par rapport à cet échange que tu as eu avec le manager. Est-ce que ça a influé sur la confiance que le coaché pouvait avoir envers toi en tant que coach interne, ou est-ce qu'il en a été informé? Comment ça s'est passé par rapport à son coaching à lui? En fait, on a provoqué une rencontre, en fait, tous ensemble, y compris avec la RH, et du coup, on a posé toutes les choses sur la table. Alors, je serais quand même pas capable, parce que je trouve que sur l'humain, c'est toujours, il y a une part d'incertitude. Mais si je me fie à mon intuition, à ce que j'ai perçu et à ce qu'a pu exprimer la personne coachée, l'alliance était toujours là. Et l'alliance, elle était toujours là, heureusement, parce qu'on a réussi à remettre les cartes sur table de manière transparente. C'est-à-dire que là où le manager est venu m'interpeller, c'était important que du coup le manager puisse exprimer les questions qui se posaient, les doutes qui ont émergé, et que du coup la personne coachée d'un seul coup comprenne bien qu'est-ce qui était en train de se jouer et que ce soit exprimé. Du coup, ce que ça a plus challengé, c'était pas tant le... Même si j'ai pu passer à côté de quelque chose, probablement, mais ce que ça a plus challengé, c'était plutôt finalement le fait de se dire on continue ou pas le coaching. Oui. Et c'est la question de fond qu'on a posée ensemble. Et comme moi j'avais déjà eu cet entretien avec le manager en amont, où je l'avais déjà un petit peu amené à aller au bout de cette réflexion, parce que c'était une des conditions sine qua non. Pour autant, j'avais posé la question de et si le coaching n'apporte rien et il ne se passe rien, qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'est jamais à l'abri. A priori, il n'y avait pas plus d'enjeux, la personne ne serait pas remise en question dans sa position. Et en même temps, quand la difficulté s'est présentée, finalement, la réalité a été un petit peu différente. Donc j'avais vraiment re-questionné du coup le manager sur vraiment son intention, sa capacité à croire dans la personne qui était coachée, en fait. Et pour la petite anecdote, on a quand même été au bout du coaching. Parce que finalement, chacun a posé sur la table que déjà la coachée avait besoin quand même de travailler et qu'elle y voyait un intérêt, un bénéfice. Donc elle a plutôt poussé sur le fait de poursuivre. Et le manager est plutôt revenu avec une réponse qui était de se dire non, il y a quand même des choses qui me laissent croire qu'effectivement c'est une personne qui peut évoluer. Et effectivement, je remets les pendules à l'heure. Et du coup, dès que je vais avoir un prochain doute, je vais pas recommencer à remuer ciel et terre pour finalement exprimer à tout le monde que ça va pas. Donc on y a été. Pour la petite anecdote, la personne a fini par partir de l'entreprise. D'accord. De son fait. Ce que je dirais, c'est que moi, après, ça m'a interrogé aussi personnellement sur, finalement, quelle était la finalité du coaching, c'est-à-dire pour qui, pourquoi. Entreprise, coachée, ça m'a rappelé quelque chose de capital en coaching, c'est de ne pas déposer trop d'intentions, parce que sinon on est déjà dans une forme de biais dans l'accompagnement par rapport à la neutralité qui est recherchée.
Si je l'interroge quand même avec tout le recul que j'ai pris depuis cette situation et tous les autres coachings sur lesquels j'ai pu m'engager, c'est que finalement, la vérité est jamais écrite en termes de résultats. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est quasiment beaucoup plus un engagement de moyens que de résultats. Et avec ça, c'est pas une question de se défausser finalement du travail qu'on fait avec la personne coachée, mais c'est de se dire, on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir. Et c'est OK. Et donc moi, ça m'a renforcé aussi sur cet enseignement-là par rapport à la manière dont ça s'est conclu. Quand tu dis c'est pas forcément une obligation, enfin c'est pas une obligation de résultat, euh, le résultat qui te faisait un peu peur en quelque sorte, c'est de travailler sur la sortie du salarié de l'entreprise. Oui, en fait, l'implicite qui était chez moi, hein, ça je l'ai plutôt réussi à le déposer en supervision, c'était le fait de se dire, finalement, derrière le fait de ne pas être pris dans le système sur un coaching de la dernière chance et de ne pas l'avoir vu venir, bah, il y avait un peu un enjeu implicite pour moi qui était de se dire, il y avait presque comme un petit objectif que je m'avouais pas vraiment, qui était le but, c'est que la personne reste et que ça se passe peut-être mieux qu'au démarrage, ou en tout cas qu'au moins elle reste. Et à partir du moment où je mettais une intention là-dedans, je pense que j'étais déjà pas au bon endroit. Hmm. Euh, Est-ce que tu peux expliquer pourquoi toi personnellement ça t'a marqué ce coaching-là? Parce que ça m'a renvoyé aussi à mes propres biais en tant que personne. C'est-à-dire, il y a le cadre du coaching, il y a tout ce qu'on apprend avec le métier et avec les formations. Mais après, il y a la vraie vie et à qui on est en tant que coach. Et moi, je sais que dans ma dynamique de fonctionnement, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans le cadre. Et je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'ambiguïté, l'incertitude. Fonctionner dans le brouillard, c'est plutôt OK pour moi. Et d'ailleurs, j'ai eu une expérience qui m'a marqué aussi, y compris dans une de mes formations de coaching. Un petit exercice où on se baladait avec une collègue qui avait les yeux bandés. Et en fait, bah, c'est vrai que, en fait, moi, j'emmène beaucoup dans des endroits qui peuvent interpeller, qui sont pas rassurants parce que, voilà, c'est pas toujours hyper cadré. Voilà, j'invite à sortir un peu de la zone de confort, un peu pas mal. Après, est-ce que l'autre l'a demandé, l'a pas demandé, c'est un autre sujet. Ce que je veux juste dire, c'est que si je regarde ce qui se joue chez moi, je sais que là-dessus, sur le cadre, je suis pas hyper carré. Et je suis dans une organisation qui historiquement n'est pas toujours hyper carré. Donc c'est un groupe qui a grossi et qui se structure de plus en plus, hein, donc c'est pas le sujet. Après, c'est juste que par contre, la maturité aussi du coaching interne, il y a des sociétés qui ont des cellules de coaching interne depuis 20 ans. Nous, si on a 5 ans, c'est énorme en termes d'existence. Et donc tout ça faisant que moi, pas très cadré, cadrant, naturellement, même si évidemment j'ai bien retenu tous les éléments clés par rapport à mes formations en coaching. Une organisation qui n'est pas toujours dans le formel. Et effectivement, là, ça m'a renvoyé en fait à mes insuffisances en fait en tant que personne. Donc, et c'est ça qui m'a bousculé. Et à mon avis, c'est ça qui a fait que je m'en rappelle un peu plus que d'autres. Parce que j'ai eu d'autres coachings plus complexes sur d'autres registres, mais ils m'ont moins marqué. Ouais. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le coaching en tant que coach, c'est pourquoi ça te marque personnellement finalement, parce que ça va te marquer d'une certaine façon dans ta posture de coach, mais aussi dans ce que tu disais, ce que tu incarnes comme coach en fait. Oui, Hmm. oui, complètement. Et maintenant que tu l'exprimes, je dirais même que ça s'est joué à un deuxième niveau. Le premier, c'était le rapport au cadre et le rapport pas contractuel du coaching, parce que ça c'est clair, mais le rapport que j'ai moi-même personnellement vis-à-vis du cadre au sens large. Et le deuxième point qui est vraiment ressorti aussi, je pense, dans cette expérience, c'est finalement euh, je sers qui, quoi dans mon accompagnement quand je suis coach interne. Ouais. Et je pense qu'il y avait un implicite dont j'avais besoin de me délivrer, notamment sur ce côté coach interne égale je travaille pour que la personne reste dans l'entreprise Ouais. parce que je ne veux pas être dans l'emprise d'un coaching de la dernière chance. Du coup, il y avait quelque chose, à mon avis, qui n'était pas complètement réglé là-dessus aussi. Mhm. Maintenant, tu as les réponses.
En tout cas, j'en ai une partie. Je pense que c'est un processus d'amélioration continue, donc je dirais pas que j'ai de vérité finale, mais oui. En tout cas, là-dessus, ça s'est décoincé. Oui. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur ta pratique ou mettre en lumière qu'on n'aurait pas évoqué Ah, on a mis à un moment donné l'accent sur le MBTI. Moi, c'est vrai que mon ADN, en termes de début de carrière, je pense que c'est une singularité qui est la mienne, c'est qu'en fait, j'ai été formé à une quarantaine d'outils psychométriques. Depuis des tests américains, des tests anglais. Euh, et moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est que dans l'univers de pas mal de coachs, je dirais pas tous, parce que il y a toujours des gens qui ont des pratiques singulières et différentes, mais il y a souvent eu un espèce de clivage entre les outils psychométriques et le monde du coaching. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vu, puisque moi, du coup, j'ai réuni les deux mondes. Le monde de la psychologie du travail et le monde du coaching. Et à certains endroits, c'était presque comme, mais non, mais en fait, on n'est pas là pour mettre les gens dans des cases. En coaching, c'est l'autre qui sait, et je suis très OK avec ça. Donc j'ai à la fois cette lecture, mais en fait, je me dis, ça m'interpelle parfois, et c'est aussi une des singularités de peut-être mon parcours à moi, qui est de se dire, mais les deux sont pas forcément en opposition. Et d'ailleurs, il y a un ouvrage qui m'a marqué, un ouvrage anglo-saxon, mais qui évoque aussi d'autres pratiques, je trouve, dans le monde anglo-saxon, dans le domaine du coaching. C'est qu'il y a un ouvrage qui s'appelle Psychometrics for Coaching. Ok. Et en fait, c'est une bible pour beaucoup de coachs anglais, voire américains, sur finalement comment on peut faire un bon usage des outils psychométriques au service du coaching. Et finalement, je pense que là, il y a quelque chose qui est fort pour moi en termes d'ADN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en toute transparence, il y a peut-être 3 coachings sur 4 où j'utilise aucun outil psychométrique. D'accord. Honnêtement. Parce que finalement, ce qui compte le plus pour moi, c'est le besoin du client. Est-ce que ça va servir le besoin, la demande qu'il exprime? Est-ce qu'on est en train de travailler? Par contre, les moments où je l'utilise, je vois vraiment toute la valeur sur toute la partie. Il faut d'abord savoir d'où on part et qui on est pour pouvoir mesurer là où on peut travailler. Et ça, je trouve que du coup, les outils psychométriques, sans enfermer les gens, parce que je pense qu'enfermer les gens, c'est plutôt des questions d'usage que l'outil en eux-mêmes. Oui. Tu en as parlé tout à l'heure sur le MBTI. Évidemment, le MBTI, c'est un outil qui met dans les boîtes et qui réduit les gens à un profil quand c'est mal utilisé. Oui. Par contre, c'est pas du tout la philosophie de ça, la dynamique de l'outil. Et quand on sait que derrière le modèle de personnalité, ça vient de Carl Gustav Jung, et bien évidemment, on est très très loin quand on dit qu'on met dans les cases. Puisque dans le modèle de Jung, on est à la fois extraverti, introverti, on n'est pas que l'un ou l'autre. Donc tout ça pour dire que, par contre, quand on va à cet endroit et qu'on en fait un usage plutôt d'ouverture de l'échange, d'introspection, de prise de recul, je dirais c'est comme les méthodes du clean language, c'est comme les méthodes de Palo Alto, c'est comme les méthodes aussi de appreciative inquiry. En fait, on amène juste le client à faire un pas de côté à un endroit qui devient un prétexte, comme les outils psychométriques, et ça permet du coup que le client, du coup, se pose des questions à d'autres endroits. Et en fait, moi, la valeur que je vois surtout, c'est encore une fois, c'est tout ce qui permet de développer la conscience et la connaissance de soi. Oui. Et du coup, et ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément, c'est le fait de se dire, la connaissance de soi, c'est pas juste pour se faire plaisir intellectuellement, c'est finalement pour se remettre aux commandes. C'est-à-dire, quand on est plus en conscience, on peut choisir d'aller à un endroit ou à un autre. C'est ça le point que je trouve intéressant. Parce qu'effectivement, si on subit un petit peu qui on est, à ce moment-là, on est un peu plus dans une dynamique d'être victime finalement de la situation. Quand on développe cette conscience de soi, à mon sens, on peut se remettre un peu plus aux manettes pour décider si on va dans telle direction ou telle autre. Et ça, le fait, enfin, je le conçois absolument, mais est-ce que tu aurais un exemple pour les personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire de prendre conscience et d'agir et de se remettre aux manettes, justement comme tu le dis, plutôt que de subir en tant que victime? Oui, en fait, je vais te donner un exemple, puisqu'on en a pas mal parlé, mais je peux te prendre ne serait-ce qu'un exemple autour du MBTI, c'est-à-dire que être en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que
Et là, tu vois, je vais pas raisonner que outils au sens du MBTI, je vais raisonner sur finalement la vision des dynamiques de fonctionnement selon Jung. Et c'est ça qu'on travaille au travers du prétexte de l'outil. C'est-à-dire qu'en fait, Jung a raisonné en persona. Et qu'est-ce que ça veut dire la persona? Ça veut dire qu'en fait, on est tous des êtres humains adaptatifs et qu'en fonction du contexte, la relation de travail avec mon patron, avec l'équipe, avec mes pairs, la relation avec mon conjoint, à un moment donné, on va aller chercher des masques parce qu'on est très adaptatif et on va se comporter conformément à l'exigence de la situation. Je dis pas que c'est toujours vrai. Je dis par contre en tout cas que Jung l'a très bien expliqué, c'est des choses qui arrivent, c'est humain et c'est logique. Et c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus qu'un seul profil. On va chercher des registres de dynamiques différentes. Par contre, finalement, si on ne travaille pas cette conscience de soi, c'est qu'on peut être aussi dans des dynamiques où on se raconte des histoires. Et on peut se raconter l'histoire d'un profil qui est peut-être pas sa vraie, comme disait Jung et comme l'indique le MBTI, sa vraie préférence. La préférence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est prendre conscience qu'en fait, il y a des situations où on se comporte d'une certaine manière, et ces manières-là, elles vont plus nous consommer de l'énergie que de nous en donner. Et encore une fois, je ne parle pas de compétences. Les compétences, on est capable de faire plein de choses différentes. Et donc, aider la personne un peu plus à prendre conscience que parmi une combinaison de plusieurs profils de personnalité, quel est l'endroit où il n'y a pas le masque? Quel est l'endroit qui est ressource? Finalement, c'est d'aider la personne à avoir les clés de finalement pouvoir se dire aussi, c'est à cet endroit que je vais recharger les batteries pour pouvoir développer d'autres cordes à mon arc, si c'est nécessaire. Ouais, je te remercie, c'est très clair la Mm. façon dont tu l'as expliqué. Pour terminer, est-ce que tu as un texte que tu aimerais lire ou un mantra que tu aimerais partager et qui a un lien peut-être avec le coaching ou pas d'ailleurs? Alors pour moi, il y a un lien fort avec le coaching. Et pour le coup, je trouve qu'il a aussi un lien fort avec finalement ma première casquette qui est celle de psychologue, puisque c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. C'est une citation de Carl Rogers et qui disait en fait que la première et la plus essentielle étape vers la croissance personnelle, c'est la connaissance de soi. Et du coup, pour moi, ça fait vraiment le pont avec ce que je viens de te dire juste avant. Exactement. Ouais, la boucle est bouclée. Eh bien, écoute, merci José pour cet échange riche. Ce qui me frappe en t'écoutant, c'est l'ampleur de ton expertise. Et tu pourrais facilement impressionner, sauf que tu es profondément humble, accessible et tourné vers l'autre. Et ce que tu dégages, c'est une forme de solidité tranquille et au service de celles et ceux que tu accompagnes, en conservant toujours cette position basse. Donc je trouve que notre échange représente de ce que je connais de ta personnalité. Donc merci pour cette authenticité. Merci pour ta confiance et merci pour ce feedback.